So you need the interpretation. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel à la fin pour demander qu'ils ramènent les traducteurs et les casques pour la sortie, s'il vous plaît? Oui, allez. Alors, bonjour à toutes et tous. Je crois qu'on peut démarrer. Il y en a encore quelques-uns qui vont s'installer. Merci beaucoup de vous être inscrits et inscrites pour participer à cette session. Je suis vraiment ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous qui va donc durer 1h30, comme vous le savez, sur un sujet malheureusement d'actualité, qui est le thème de l'Iran et en particulier la thématique de la peine de mort utilisée comme outil de répression politique. Alors, voilà, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Donc on a nos deux intervenants qui sont ici. Je vais leur laisser la parole à tour de rôle. Ils vont se présenter, expliquer leur histoire. Je vais peut-être leur poser quelques questions, mais surtout, je vais faire en sorte de pouvoir vous laisser le plus possible la parole, donc de vous laisser du temps pour poser des questions à nos deux intervenants, afin que vous puissiez en profiter, car c'est une chance de les avoir aujourd'hui. Ces deux intervenants sont donc deux activistes des droits humains, très impliqués sur la thématique de l'Iran. Ils se présenteront eux-mêmes, qui ont fait le déplacement ici pour vous, pour discuter avec vous. Sholeh Pakravan habite en Allemagne, Teimour Aliassi habite en Suisse, donc ils sont venus spécifiquement pour le forum. Moi, je me présente également, je m'appelle Nicolas Perron, je suis le directeur des programmes d'Ensemble contre la peine de mort. Ensemble contre la peine de mort, c'est une association française créée en 2000 qui, comme son nom l'indique, lutte contre la peine de mort dans le monde. Nous avons un stand juste dans le village, là, pour ceux qui ne sont pas allés encore. Et donc n'hésitez pas à venir, nous avons énormément d'outils. Mes collègues qui sont ici également dans la salle vont pouvoir vous présenter les réalités de l'application de la peine de mort. Sur cette question de la peine de mort, donc, comme vous le savez sans doute, l'Iran, puisque c'est le sujet du jour, est le pays par habitant qui exécute le plus au monde. C'est le pays qui a le taux d'exécution par habitant le plus élevé de très très loin, et ce, depuis de très nombreuses années. La pratique de la peine de mort en Iran est un véritable outil de répression politique, en particulier en ce moment, au cours de la révolution qui est en cours. Juste quelques chiffres et je vais vite donner la parole à nos intervenants. Le CPM, dans le cadre de son travail, publie chaque année, en partenariat avec l'association iranienne Iran Human Rights, le rapport annuel sur la pratique de la peine de mort en Iran. Et donc, nous avons rapporté l'année dernière au moins 582 personnes qui ont été exécutées, dont 16 femmes et 3 mineurs. 3 mineurs, ce qui est contraire à la plupart des textes internationaux. L'Iran est un des derniers pays du monde à exécuter des mineurs. On est sur une pratique extrêmement massive de l'application de la peine de mort et injuste. On dit souvent que l'Iran, finalement, coche toutes les cases de la pratique de la peine de mort. L'Iran fait partie des 12 pays dans le monde qui condamnent à mort l'homosexualité. L'Iran, je viens de le dire, fait partie des pays qui condamnent et exécutent des mineurs. L'Iran fait partie des derniers pays encore dans le monde à pratiquer des exécutions publiques, dans des stades de football, dans la rue. On peut apercevoir des gens pendus auprès de grues en Iran. Et l'Iran fait partie encore des très nombreux pays du monde qui restent à utiliser, je l'ai dit, la peine de mort comme une arme massive de répression politique. Lors des manifestations actuelles, de très nombreux manifestants, je suppose que Teimour reviendra dessus, ont été condamnés à mort et exécutés parce qu'ils ont manifesté leur opposition au régime, uniquement pour cela. En France, on est un pays, on est connu pour ça, qui a l'habitude de manifester. Vous pouvez donc réaliser à quel point ce que ça veut dire. En Iran, lorsqu'on manifeste dans la rue pour s'opposer à une réforme politique, on est condamné à mort et potentiellement exécuté. Ça arrive régulièrement. Alors, avant de commencer, on va donc commencer par M. Teimour Aliassi, qui, je l'ai dit, nous vient de Genève. Eh bien, Teimour, je vais te laisser te présenter, raconter ton organisation. Il me semble que tu souhaiterais projeter un film de quelques minutes. Teimour. Oui, bonjour, un grand merci Nicolas. Pour moi, c'est vraiment un privilège et un plaisir d'être devant vous, une force de la jeunesse et de l'avenir. C'est aussi un privilège d'être en Normandie
la cité de résistance, de paix, mais aussi, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit que Normandie pour parler de l'avenir, une ville d'inspiration pour aussi construire la paix dans le monde. Bref, moi, je me présente, je m'appelle Taimour Aliassi, je suis originaire du Kurdistan iranien, je représente l'Association pour les droits humains au Kurdistan à l'ONU à Genève. Je co-préside aussi Impact Iran, coalition Impact Iran, qui est composée de 20 organisations internationales. Et depuis 20 ans, on se bat contre la peine de mort et la discrimination en Iran. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous montrer, projeter un film de 5 minutes qui parle de la situation actuelle d'Iran, de ce qui s'est passé depuis le 16 septembre l'année passée en Iran, là où on a tué une jeune fille kurde, Jina Mahsa Amini, qui s'est rendue à Téhéran, m'a arrêté puis tuée par la police de Morse. Ce film il comporte quelques images un peu troublantes. On a eu une discussion avec nos collègues, mais j'estime que bien que vous êtes très jeune, vous êtes amené régulièrement à voir ce genre de scènes ou images à la télé ailleurs. C'est pour cela qu'on se permet de vous montrer aussi. Après le film, je reviens, je parle plus en détail sur la peine de mort en Iran. Le film est en anglais, mais il y a très peu de texte et Taimour, évidemment, expliquera le contexte du film et ce qui est diffusé. Je pense qu'on peut lancer. لمرابع دوا وهم الشهيدان رجاء آزادي لا إلى شكام لا إلى ريبري شور الشن شن ريبري أمسول شيا ئەمانە ئەو مرۆڤانن کە بۆ بەدەستێنانی ئازادی 5 مانگ شەقامەکانیان چۆڵ نەکرد لە سەقز، سنا، مەهاباد، جوانڕۆ، پیرانشار، شنۆ، کرماشان، بۆکان، ورمێ، مەریوان، ئیلام، کامێران، بانە و هەموو ئەو شارانەی کوردستان ئێران کە یەکەمین بڵێسەکانی شۆڕشی ژینا بوون. دەگەڕێمەوە بۆ یەکەمین بڵێسەی شۆڕش. ئێرە نەخۆشخانەی کەسرایە لە تاران. ئەمەش ئەو کەسەیە کە بوو بە سیمبولی شۆڕش. ژینا مەحسا ئەمینی، کچە کوردێکی تەمەن 22 ساڵان کە لەلایەن پۆلیسی ئەرشادی ئێرانەوە لە مێترۆی حەقانی تاران بە تۆمەتی بێحیجابی دەستگیر کرا و چەند سەعات دوای ئەوە لەم بنکەی پۆلیس بە شێوەیەکی گوماناوی دەکەوێت. ژینا لە زمانی کوردیدا بە واتای ژیانە، دوای گیان لە دەستانی بوو بە ڕەمزی ژیان. ژینا شەهیدە، ژینا شەهیدی تەواوی جوانەکان بوو، ژینا ڕێگای ئازادی باز کردبووەمە. دەستێک لەسەر کێلی قبری ژینا ئەمەی نووسی: ژینا گیان، تۆ نامری، ناوت ئەبێتە ڕەمز. خاوەنی ئەم دەستە دەیزانی چەند سەعاتی دیکە لە هەموو شارەکانی کوردستان ژنان سەرپۆشەکانیان لەسەر فڕێ دەدەن و پیاوان دروشمی ژن ژیان ئازادی دەڵێنەوە بۆ پشتیوانی لە ژنانی کۆمەڵگا. لەم شەقامانەی سەقز تونند و تیژی هێزە ئەمنیەکانی حکوومەت بەرامبەر بە خەڵکی ناڕازی دەستی پێکرد. دوایی بڵێسەی شۆڕش هەڵکشا بەرەو شارەکانی دیکەی کوردستان. تونند و تیژیەکانی حکوومەت بەرامبەر بە ناڕازیان لە کوردستان و بەلوچستان
جیاواز بوون لە شێوازی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ شارەکانی دیکەی ئێران. جگە لە تەقەی ڕاستەوخۆ و ڕێگریکردن لە دەرمانی برینداران لە زۆربەی شارەکان بەم شێوەیە ڕەشبگیری دەستی پێکرد و نزیکەی 20,000 کەس لە هەموو ئێران دەستگیر کران. ڕۆژانە لە هەموو شارەکان خەڵک مانیان دەگرت و ئێوارانیش کۆبوونەوە و دروشمدان دژ بە دەسەڵات تاوەکو نیوە شەو درێژەی دەبوو. ژمارەی کوژاوانی کوردستان لە 4 پارێزگای سنا، ورمێ، کرماشان و ئیلام نزیکەی 140 کەس بووە. شەوانە تەرمی شەهیدەکان دەخرانە نێو سەهۆڵەوە بۆ ئەوەی سبەینێ بە ئامادەبوونی خەڵک. دایک و باوکی شەهیدان لە گۆڕستانەکان گەورەترین میتینگەکان پێشکەش بە نیشتمانیان بکەن. پێشقەدەم بن لەگەڵ ڕۆڵەکانیانە دەستیان بگرن و لەگەڵ ئەوانە بچن. ئای شەهیدان، ئای شەهیدان، نامرێنا کوردستان. هەر بۆیە هەتا ئەمڕۆژ کە 1 ساڵ بەسەر شۆڕشی ژینادا تێدەپەڕێت، ئەم دایکانە کە بە دایکانی شۆڕش ناسراون مەترسیدارترین کەسەکانن بۆ کۆماری ئیسلامی و لە هەر شوێنێک کۆ دەبنەوە زەنگی مەترسی هێزە ئەمنیەکان لێ دەدرێت. Femme, vie, liberté, c'est vraiment le slogan qui est né au Kurdistan. Et liberty. This is a slogan that we hear in Iran. je suis désolé. Sorry. I feel very emotional right now. Je suis désolé pour vous montrer cette image très forte, mais c'est ce qui se passe actuellement au Kurdistan, en Iran. Bref, je reviens sur le vif du sujet. En fait, ce qui est montré dans ces 5 minutes de vidéo, ce qui se passe en Iran durant l'année passée. Il y a eu un mouvement de femmes en Iran qui existe, mais ce mouvement s'est inspiré en fait du mouvement national des femmes kurdes pour leur émancipation dans tous les parties du Kurdistan. Et ce mouvement est né dans cette ville qui s'appelle Sakhez, là où cette jeune fille qui s'appelle Jina Mahsa Amini a été tuée à Téhéran le 16 septembre l'année passée. Et depuis, il y a eu des manifestations dans près de 160 villes iraniennes. Et il y a eu plus que 580 personnes manifestantes tuées par les forces du régime. Et d'après des sources de l'ONU, mais aussi de nos sources, la moitié de ces personnes qui ont été tuées durant les manifestations sont kurdes et balouches. Un peu plus que 60% des enfants tués dans ces manifestations sont aussi des Kurdes et des balouches. D'après nos chiffres, plus que 143 personnes, surtout des jeunes, ont été aveuglés, blessés par les forces de sécurité, et presque un peu plus que la moitié sont des Kurdes aussi. Et il faut rappeler qu'en Iran, ce n'est pas un pays homogène, c'est un pays qui est composé de 6 groupes ethniques et beaucoup de confessions différentes. Il est composé notamment des Kurdes, des Perses, des Balouches, des Turkmènes, des Azeris et des Arabes. Mais le pouvoir est centralisé dans les mains d'un seul groupe qui est perse chiite. Et les enfants d'autres minorités linguistiques, ils n'ont pas le droit en fait d'apprendre leur langue maternelle à l'école. La seule langue officielle, c'est Farsi. Et la seule religion officielle en Iran, c'est l'islam chiite. Les autres confessions comme Baha'i, Al-Hassan ou autres ne sont pas reconnues. Bien sûr, le christianisme et le judaïsme sont reconnus aussi, mais dans le traitement, par exemple, un homme chrétien, un homme juif, il est considéré comme une moitié comme des femmes. Donc, ce n'est pas légal devant la loi. Bref,
Moi, je voudrais aussi parler un peu de l'exécution en Iran. Donc, comme mon collègue Nicolas a rappelé, l'Iran est le premier pays au monde qui exécute per capita. Chaque année, il y a quelques centaines de personnes qui sont exécutées. Et surtout quand le régime il est menacé par des crises internes ou externes, le nombre d'exécutions s'augmente. Par exemple, depuis le 1er janvier cette année jusqu'à hier, il y a eu 523 personnes qui ont été exécutées en Iran. Et parmi ces 523 personnes, il y a 142 Kurdes et 107 Balouches. Et les Kurdes et les Balouches en Iran sont 20% de la 82 millions de la population iranienne. Mais leur nombre d'exécutions, c'est presque plus que la moitié de toutes les exécutions en Iran. Cela montre en fait que, comme Nicolas a mentionné, en fait, c'est vraiment une stratégie de contrôle de la population, de la dissidence. Et le régime, comme Michel Foucault bien le dit, en fait, il utilise ce pouvoir d'exécution pour contrôler, pour soumettre la population. Et chaque fois qu'il fait face à des menaces externes ou internes, le nombre d'exécutions s'augmente pour terrifier la population, pour en fait les gens n'osent pas sortir et manifester. Mais la vérité est qu'il y a un fort mouvement de la jeunesse en cours. Et la jeunesse, ils sont déterminés, ils n'ont plus peur, ils font face à toutes les formes de répression et de torture. Il y a eu plusieurs rapports de l'ONU qui ont sorti en fait récemment, qui parlent de viol dans les prisons, de torture, aussi d'arrestation massive, aussi d'arrestation aussi de sentences à la peine capitale sans procès, sans que les victimes aient accès en fait aux avocats ou à leur famille. Donc ça, actuellement, c'est vraiment un État hors de droit qui réprime la population en Iran. Selon le dernier rapport du rapporteur de l'ONU pour l'Iran, lui, il parle de possibles crimes contre l'humanité. Tout ce qui se passe actuellement, c'est un peu un système hors de loi. Et c'est pour cela que l'année passée, le Conseil de droits de l'homme de l'ONU a décidé de créer une commission d'enquête pour la possible en fait, commission de crimes contre l'humanité en Iran. Donc actuellement, on a à ce stade, moi je vais passer la parole à Nicolas et je vais très volontiers répondre à vos questions. Merci beaucoup, Teimour. Merci. Donc pour resituer dans le contexte, tu mentionnais à l'instant 521 exécutions recensées depuis janvier 2023, c'est ça? Donc pour rappel, nous, on a recensé sur toute l'année 2022 582 exécutions. Donc là, il y en a déjà 521 à fin septembre. Donc évidemment, le nombre va sûrement être encore beaucoup plus important que celui de l'année dernière, qui était déjà un record. Et sachant que ce sont des chiffres au minimum, puisque évidemment, on n'est pas en mesure de recenser toutes les exécutions qui existent en Iran, car l'Iran aussi a une pratique d'exécution en secret. Comme d'autres États. Moi, juste pour que tu reviennes un peu plus en détail, tu en as un petit peu parlé, mais pour qu'on comprenne davantage, tu l'as bien montré, les minorités, notamment les Kurdes et les Balouches, sont particulièrement ciblées par le régime et sont particulièrement condamnés à mort et exécutés. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus pourquoi, quel est l'intérêt pour le régime, pourquoi il s'en prend particulièrement à ces minorités? Parce que on constate ce phénomène dans beaucoup d'autres pays qui pratiquent la peine de mort. On s'en prend d'abord aux minorités. Mais il est vrai que l'Iran est vraiment le pays qui illustre le plus cet aspect-là. Donc pourquoi l'Iran en particulier s'acharne comme ça sur les minorités? Le régime, en fait, est basé sur l'idéologie de jurisprudence islamique chiite de 12 imams. Donc c'est un régime idéologique. Et dès qu'Ayatollah Khomeini il a confisqué le pouvoir en 1979 en Iran,
il a proposé un référendum. Est-ce que vous voulez un régime monarchique ou un régime islamique? Alors qu'on venait de renverser le régime de Shah à l'époque, du roi. Et donc le peuple kurde, en fait, ils ont massivement voté contre les deux projets, ni l'islam, ni le roi. Et donc l'Ayatollah Khomeini, à l'époque, en fait, il a déclaré une guerre sainte contre le peuple kurde. Ils ont considéré le peuple kurde comme pas musulman, parce qu'ils n'ont pas accepté ce régime islamiste. Et de lors, ils ont attaqué en fait les villes kurdes, les villages kurdes. Les Kurdes, ils sont aussi en majorité sunnites. Il y a aussi une forte minorité du Yazan. C'est une croyance proche des Zoroastres. Il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des baha'is. C'est très mal perçu en fait par le régime. Et donc depuis, en fait, on est perçu comme hostile au régime pour ces différents en fait dénominations. Et puis les autres minorités comme Balouches, ils sont aussi Balouches, une identité ethnique différente, mais ils sont aussi à 100% ils sont sunnites. Et ça paraît avec des Baha'is ou des Juifs ou des chrétiens. Par exemple, il y a une forte discrimination contre toute personne qui se convertit de l'islam au christianisme, c'est la peine de mort. Et donc il y a un nombre en fait, et puis surtout si tu es kurde, sunni, femme, et donc le niveau de discrimination s'augmente, puis les chances d'être aussi discriminé et voire dans des situations un peu délicates, surtout au Kurdistan, en fait, tu n'as pas accès au tribunal, tu ne parles pas bien la langue, tu n'as pas un interprète, et tu es une femme et tu es vite condamné à mort, en fait. C'est un procès sommaire et ça va très vite. Voilà, pour toutes ces raisons, il y a toute cette forte discrimination. Pour resituer, tu peux nous expliquer le Kurdistan, la particularité du Kurdistan par rapport à l'Iran, son statut? Oui, en fait, donc le Kurdistan, c'est un pays qui est partagé entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak lors du traité de Sèvres et de Sykes-Picot de Lausanne. Ce traité qui était, c'est des pays à l'époque qui ont un peu partagé en fait l'Empire ottoman en 1916, 19 et 23. Et donc le Kurdistan, c'est un pays qui est partagé entre 4 pays, l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et depuis aussi les Kurdes, en fait, c'est un des seuls pays qui vraiment résiste, qui n'a jamais cessé en fait à se battre pour ce droit identitaire, pour avoir une autonomie, un fédéralisme ou un État. Et pour toutes ces raisons, en fait, tous les pays occupants répriment les Kurdes. Merci beaucoup. Et ce qui est malheureusement une triste réalité, c'est que là, on parle de l'Iran, mais les Kurdes, en fait, dans chacun de ces pays, sont persécutés. Sur les pays que tu as cités, ils sont tous la peine de mort, sauf la Turquie. Mais dans les autres pays aussi, ils ciblent particulièrement les Kurdes en termes de peine de mort. Tu as mentionné les femmes. Avant qu'on donne la parole à Cholet, tu peux nous dire 2 mots sur la manière dont sont traitées les femmes en Iran, aussi en lien avec la situation de la peine de mort? Oui, actuellement, rien qu'au Kurdistan iranien, on a 18 femmes condamnées à mort. Et ces femmes, il y en a deux situations qui est liée plus à des raisons politiques, à appartenance à des partis politiques ou à la manifestation récente. Mais pour tout le reste, c'est vraiment lié à meurtre. Souvent, en Iran, en fait, comme j'ai dit, en fait, la loi est basée sur le charia islamique. Et cette loi, en fait, avantage les hommes dans la question d'héritage, mais aussi dans la question de témoignage, dans la question de meurtre, dans la question aussi de réparation. Par exemple, tout simplement, si moi, si je tue ton fils, au nom de la loi de Qassas, tu peux tuer mon fils. Mais si je tue ta fille, comme elle est comptée comme moitié, tu ne peux pas me tuer en fait. Donc en termes de réparation de justice, c'est inégal en fait. Et ça paraît dans la question de lapidation en fait.
qui actuellement n'est pas appliqué, mais ça persiste toujours dans la loi iranienne. Par exemple, même dans l'application en fait de la lapidation pour l'homme et la femme, c'est différent. Par exemple, une femme, on doit l'enterrer jusqu'à ici, elle reçoit 50 pierres sur la tête. Alors qu'un homme, il est enterré jusqu'à là, il reçoit 50 pierres. Et celle ou celui qui survit à ces 50 pierres, elle n'a pas tué. Mais la chance pour une femme qui reçoit 50 coups sur la tête de survivre, c'est minime. Même dans l'application des peines, c'est discriminatoire. Je suis désolé, c'est un peu trop choquant, mais c'est la réalité. Merci beaucoup pour ce témoignage effectivement assez dur. Vous inquiétez pas, à la fin de la session, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez expliquer. Il y a des notions qui ont été expliquées qui sont peut-être un petit peu compliquées. On reviendra notamment sur cette notion de kissas, du pardon, avec l'histoire de Cholet. Juste pour finir, Temur, je suppose que tout le monde est au courant de la révolution, on peut l'appeler comme ça, actuelle en Iran, qui n'est pas terminée. Hein, on en parle un petit peu moins dans les médias français, mais elle est encore en cours. Comment tu vois les choses là, on sort un petit peu du sujet, mais d'après toi, comment cette révolution va se terminer et quel est l'avenir du régime selon toi? Merci beaucoup pour cette question vraiment très importante. En fait, en Iran, le régime, il a perdu toute légitimité depuis 2009. Là, il y a eu une élection frauduleuse d'Ahmadinejad à l'époque. Et puis, depuis, il est en pleine crise de pouvoir. Selon les théories en fait, de révolution, pour qu'il y ait une révolution, c'est deux facteurs sont importants. La rupture des droits et la faim. Et en Iran, en fait, tous les droits sont violés. Et les gens, ils ont faim, ils n'ont pas... à cause de tout ce, en fait, corruption, malgestion financière, de l'eau ou autre, le régime n'arrive pas à répondre en fait, aux besoins de la jeunesse. Et actuellement, ce qui se passe... le régime reste au pouvoir par la terreur, par la force. Et ce n'est pas tenable. Nous, on attend en fait à tout moment que ça reprend. Et puis nous, on est très déçus par la position européenne et américaine qui applique une position, en fait, une politique d'apaisement. Ce qu'on appelle en anglais containment policy, en fait. Et le régime laisse le régime, en fait, de continuer parce qu'ils sont, pour eux, ce n'est pas... La question d'Iran, ce n'est pas une priorité. Et nous, on voit très bien que l'Iran, il est déterminé, en fait, le régime pour qu'il survive. Il veut à tout prix, en fait, construire une bombe nucléaire. Il développe des missiles. Il continue à ingérer dans les pays voisins. Là, il continue aussi à envoyer des drones et des missiles aussi en soutien à Poutine dans la guerre d'Ukraine. Et donc, ça va venir demain aussi en Europe. C'est vraiment le temps pour les Européens de penser à ça et à soutenir plutôt le peuple iranien, aussi une alternative démocratique iranienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Temur. Merci infiniment. Donc, je vais maintenant donner la parole à Cholet Pakravan, qui était, peut-être que certains l'ont vu ce matin, qui est intervenu à la plénière. Et donc il nous fait l'honneur d'intervenir une nouvelle fois, quelques heures après. Vous imaginez que ce n'est pas toujours facile de multiplier les interventions comme ça. Donc déjà, je voulais la remercier infiniment de répondre toujours présent pour nous aider à sensibiliser le public sur la réalité en fait, de l'application de la peine de mort. Cholet, je sais que c'est très important pour vous de témoigner aujourd'hui devant la jeune génération. D'abord, je vais évidemment tout simplement vous demander de vous présenter, de raconter votre histoire. Et après, on pourra peut-être échanger et d'essayer de poser quelques questions d'éclaircissement. Cholet, vous avez la parole. Donc, Cholet va s'exprimer en anglais, donc il faut utiliser les casques. At first, I thought you forgot me because long. Okay. I'm so happy for being here in front of you, the next generation. I love you because I know you will change this dark world. You will change. I was an artist. I worked in
theater. I was director of theater and made a lot of piece. But from 2007, I stopped my job. Just every year I did one piece, and I played, not direction, just played as an actress. And after that, art is a tool for me, just a tool to explain what happened to me and my family and 1,000 other families. Because in 2007, as I told you, my daughter, in 19 years old, was in a rape situation. And rape is sexual abuse is not just in Iran. I think it's international problem. And you can think about that, and you can join this emotion. How would be you if you be instead of Rehane? She tried to defend herself and used one knife which were in that place. And unfortunately, that man dead. And then after arresting, she and us know that he is not a normal man, same other men, same all citizens. He was a member of Sepah Quds. Sepah Quds is guard, Islamic guard of regime, and Qasem Soleimani. Maybe you know this name because Trump exploded him. And of course, regime defended that family and used this law, blood revenge. And unfortunately, after more than 7 years jail, my daughter had executed. I don't want make you sad. Of course, you must, young people, you must know the story. But it's very important, what can you learn from this story? After execution, I was destroyed, me and my family. I didn't want to be alive. I want to die every moment. I beg to God, God, please kill me. I don't want to be alive. But one mother who lost her son in 2009 came to me and helped me, spoke a lot with me, and treat my broken heart. And one day, she asked me to go to visit another mother. And in that time, I didn't want to meet somebody. I want to stay on bed and don't speak with somebody. But she came more and more to my place and spoke with me just about her life and how was she when her son killed by shooting on the street in Green Movement. And one day we both went to visit another mother, a very, very old woman, near 92 years old, but she lost 6 children, many years ago. And when we go back to home, I was thinking, hey, Shole, maybe you have long life, same this woman. She lost 6 children. And if you have a long life, do you want to stay on bed and just think about dying and begging to God and not stand up?
Is this that lessons which Rehane teach you? Rehane was in jail. And in jail, she started to fighting to save her cellmates. And why you don't continue her way? And I stand up. And step by step, I found my way. And I found my meaning of life. Every person must search and find her or his life meaning. What is your life meaning? What is your duty or responsibility? You must think about that and find that. Unfortunately, nobody told me when I was young I do that. And unfortunately, I found it after this tragedy. But you can find your way before happen some tragedy to you. And then I understand that sadness never helped to people, to human, to this world. Sadness can be same a motor and give energy to start moving. Yes, we are sad. Some stories make us cry. Tears comes, drop, and we have bad emotion. But when we change it to move, we can say we are successful, do something in successful way. And I want to tell you what happened in Iran. As I told you, we live in big village. And you please don't think so. What happened in Bangladesh or in Yemen, in Iraq, in Turkey, in Syria, in Africa, here, there, it's not my problem. It's not my business. No, we are connected to each other. You can minimum, when something happens, something bad happened in one country, a lot of people want to survive and run away from that country and come to your place, your country. It's the minimum effect. But violence, same river comes and goes every corner of the world. Remember, violence cannot be in a cage. No, it moved and come to you, to your future, your children, your family even. So you must do something. And what can you do? Just think about that. Every bad guy, when do some bad things, of course, society make laws to punishment. Of course, it's right, it's good. It's good for society. But execution is not normal punishment. Why? Because after years and years, somebody had executed, of course, their life finished. But this punishment continue for family, for remain people. For example, from last September, you watched this movie, some people had executed in Iran. Before execution, they moved to isolation cell, and we find it in news. And in that night, I could not close my eyes, cannot sleep. Just think about how was that dark night behind of the prison wall. How was that? Everything repeat to me. Sometimes I found some girls on the street. For example, her body is same Rehane. I go back and think about Rehane.
Sometimes I found curly hairs because she had curly hairs. And I look and think what happened to her body in grave. It's torture for me. I had a deep depression. My therapist told me, you are burned out. It means a place who burned. And I thought that some in agriculture, farmer, after harvesting, they burned the ground. And for next year, they have better manufacture. Yeah? And I thought I must do that. Of course, I burned. One big fire felt in my life. One big tsunami or earthquake shaked my life. But I must do something for future, because I don't want, never ever, one girl be in Rayhane's situation. I don't want another people feel rope around their neck. I don't want. And for this reason, we mothers in Iran we are soldiers. And they are our children, our teacher or commander. So I want to invite you to come and join us. How you can do that? You can take action. For example, Amnesty International make a lot of petitions. Don't think about that. What? It's not useful. What is that? How it can help? In 2014, my family thought we are alone in this world. Nobody interested about our life. But some campaign started and comes. When every signature comes up, we were, somebody are thinking about us. We are not alone. Of course, it's not useful for Save Rayhane, but it makes us more strong to stay and defend our child. Do that. It's so simple for you. Just click and sign this petition. And now in Iran, a lot of people are in the list and sentenced death penalty. They are waiting for execution. Their mother are saying me. I don't want just to speak about Rayhane, because you can search in Google, Rayhane Jabbari. You can find everything in English, in Farsi, or other languages. But I want you to think about execution as a violence for humanity. Merci beaucoup, cher Cholet. Avant de vous donner la parole, je vais me permettre de vous poser une petite question. Déjà, vous avez parlé d'Amnesty International, donc de rappeler qu'ils ont également un stand dans le village, à côté de celui de CPM. Vous pouvez bien sûr aller les voir. L'autre chose, pour avoir aussi plus d'informations sur l'histoire de Rayhane, je vous invite, on n'en a pas encore parlé, il y a un film actuellement en salle, un peu partout, qui s'appelle 7 hivers à Téhéran, qui raconte l'histoire de Cholet, l'histoire de Rayhane, et qui raconte le combat d'une mère pour sauver sa fille, qui est un film formidable, que je vous invite vraiment, si vous pouvez aller le voir, et j'imagine qu'il sortira bientôt sur les plateformes. Ça montre vraiment l'absurdité de ce système. J'aimerais aussi vous poser une question pour
nous aider à comprendre, c'était au cœur du combat de votre combat et du combat de Riané. Et c'est parfois difficile à saisir dans un pays comme la France où la justice ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette histoire du pardon de Qisas, qui est au cœur de la justice, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en Iran et comment ça s'est passé dans le cadre de votre fille. Merci. Yeah. Qisas is one Islamic law. It comes from Sharia. I don't want make you anti-Islam, no, or anti-religion. I don't want, because before Mullah's regime, we were an Islamic country, but we have never ever had Qisas, you know? It comes from Mullahs, not from Islam. I don't think so, because a lot of countries are thinking in Islam rule, but it's not happened, Qisas. Anyway, in Iran, we have one law. Qisas is, for example, I pushed Nicholas, and Nicholas felt, and his head pushed this and die. Okay, one body, one people. I must die. And who has this right? His family. His family means parents, children, wife or brother, sister. No, it's not. They had no right for killing me or Qisas me. But sometimes in Qisas, the family can make deal. For example, in my case, that man's family has two sons. That man has two sons, one daughter, and one mother. I must speak with these four people. Maybe I can say them, we can pay you money, and it's happened a lot in Iran. If the family is poor, you can make deal, and you pay money, and they give their right to Qisas and killing or execution somebody. But in my case, they were so rich, and they didn't want money. So we couldn't make this deal. Qisas means, it comes from barbar time. I think before Jesus and Christ said, teeth to teeth and eyes to eyes. It's blood revenge and comes from hate, from revenge. But now, in 21st century, you as a modern generation, could you think about revenge and hate? Do you want live in a world full of hate and revenge? So you must help the people who are fighting against execution. You must change this law and stop this hate punishment. This punishment make just violence and hate and revenge. Merci beaucoup. Cette notion, à mon sens, est fondamentale et illustre bien, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne dessus, l'absurdité et la folie de la pratique de cette peine de mort, en particulier en Iran. Vraiment, on transfère finalement la responsabilité de la justice à un moment donné à la famille qui vient de vivre quelque chose de terrible. Évidemment, ça c'est le contraire de toute forme de justice humaine qui doit dépasser les émotions, qui doit réagir froidement. Là, c'est un vrai transfert de responsabilité. Donc c'est une
vraiment une absurdité. Et ce que Cholet a dit au début aussi est fondamental. Il ne s'agit évidemment pas d'être anti-islam, bien au contraire. Il y a un grand nombre de pays musulmans aussi, majorité musulmane, nous on a des études le monde qui ont aboli la peine de mort. C'est pas du tout une question de religion, d'islam ou quoi que ce soit. Là on parle vraiment d'un pays donné, d'une pratique donnée, à laquelle évidemment il est fondamental de pouvoir mettre fin. Donc, afin que je vous garde un peu de temps, je vais arrêter de parler, je vais surtout vous donner la parole. Donc il y a des micros qui vont circuler. On a à peu près 3 quarts d'heure, un peu moins. Donc voilà, la parole est à vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de jugement. Vous avez le droit d'avoir un avis contraire de nous sur la question de la peine de mort. Vraiment, on est là pour débattre. Notre objectif, c'est de débattre avec vous, c'est de réfléchir ensemble. Des questions à la fois pour Temur, bien sûr, et pour Cholet. N'hésitez pas. Vous avez la parole. Don't hesitate. Just ask. Just speak. Qui veut s'exprimer en premier? C'est toujours la première question. The first question is always the hardest. So who wants to start? Voilà, c'est monsieur qui distribue le micro qui va choisir arbitrairement. So it's the person who's giving out the microphone who will choose who has the first question. Bonjour. Good afternoon. J'avais une question. I have a question. Pour l'abolition For the abolition de la peine de mort, death penalty, ça insinue aussi un changement dans le régime iranien. Mais est-ce que ça signifie aussi un changement de l'islam, de certaines croyances de l'islam, une évolution de la religion? An evolution of religion. Does it mean a change in certain beliefs in Islam? Merci beaucoup pour cette question intéressante. Moi, je ne partage pas vraiment l'avis de mes collègues sur la question de Qassas. Qassas se base sur les lois islamiques de Sharia de Hudud et Taziz. Le nouveau qui est très renforcé par le nouveau code pénal iranien en 2013. Donc c'est une loi qui se base sur le Sharia islam. Actuellement, les Iraniens, jeunes, femmes ou autres, ils se veulent avoir un État plus laïque dans lequel on a l'État, la confession, la religion est séparée de l'État. C'est ce que les Iraniens veulent. Mais il n'y a vraiment pas une garantie absolue que demain, s'il y a un changement de régime, la peine de mort sera abolie. Ça dépend quel groupe va prendre le pouvoir. Ça dépend aussi comment la communauté internationale va réagir. Est-ce que l'Europe va mettre pression sur le nouveau régime pour qu'il abolisse la peine de mort ou pas? Donc ça dépendra. I want to tell you, dictatorship use this tool for repression people. I want to describe it to you. Last September, a lot of people had arrested, and some of them executed, as I told you. But how? Use this law, Qisas. Because in protest, some guards with gun are there and shoot the people, and some of people defended themselves, and of course some guards die. And then it's not important who did that. Just arrest and said, okay, you killed this guard, so you must execution by because of this guard dying. You know, it's not just law; it's a tool, and dictator can use everything as a tool. Everything, even voting. We have voting in Iran, election in Iran, we have. But it's not true. It's just a theater. You know? You cannot say voting in Iran is same voting in a democracy country. Dictator use everything. Schools as a
gun against people, university, job, economy, everything. They use everything, even people, against each other. Now in Tehran and other cities, people are fighting against each other and say, you must lose your hijab, and the other said, you must use hijab. And they are fighting. And regime, dictator, use the people against people. I think I answered you. Est-ce qu'il y a une autre question? Another question? Oui. Je voulais savoir si votre fille elle a pu être défendue par un avocat to know if your daughter could have a lawyer in her trial. Yes. She had, after near 1 year, she had one lawyer, Mohammad Mostafai. Of course, he has to escape from Iran because he worked about underage people, and after that, Rehane has another lawyer, and in 2014, from justice system, sent message and said, you must finish this deal with this lawyer, and we give you a new lawyer. And Rehane was not agree, but I, as a mother, pushed her and say, please do that, because they say, if you do that, you will save. And yeah, a new lawyer was a very young woman, and just she make some ways to fast execution, and it was failed. It was not good. Everything dictators say you must think opposite. If dictators say now is day, you must think now is night, because dictator every time lie to you. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle, peut-être? Another question, maybe? Oui, oui. Pensez-vous vis-à-vis de la situation vis-à-vis des mobilisations et des manifestations iraniennes, cela pourrait aboutir à un quelconque allègement vis-à-vis de la peine de mort, ou abolir tout simplement la peine de mort elle-même? That it could help abolish the death penalty? These demonstrations in Iran, could it help? I think yes, because new generation decided to change. They make a very big movement in Twitter and make hashtag and save 3 lives, 3 students. With hashtag don't execution or stop execution, and 3 young men rescue. And I think new generation, same you, are fighting. They are not same my generation. I want to tell you, I was teenager when revolution happened in Iran. And I was studying high school. One day, the new rule came and said, all of you girls must use a scarf. And we said, okay, we do that. And when I want to go to university, comes new law. You must swear to God that you support the regime. And we signed one paper, okay, we do that. When I was married with my husband, I signed a lot of papers, and I give all right to my husband. Right of have children, have choose place,
I gave the right of education, the right of working, everything. I gave it to my husband, and I said, yeah, okay, my generation is too. Every day we say, okay, okay, okay. We used to obey, but new generation is not. I beg Rehane, please, and I cried for her, please write this letter. But she said, no, I want to be in true side. You know, new generation decided to change their destiny. They want to change their lifestyle. They are fighting for normal life. And I hope, and I am so optimistic to this new generation. I love them. And you too, of course. Peut-être pour préciser, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc vous mentionnez une lettre. En gros, si Rehane avait écrit une lettre dans laquelle elle reconnaissait les faits, elle aurait pu éventuellement être sauvée. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ce dont vous avez parlé à l'instant. Et donc, elle n'a pas voulu le faire. Je ne sais pas si tout le monde a compris, parce que ça n'était pas la vérité. Donc, elle tenait, comme Cholet vient de le dire, à la vérité. Timur, tu veux répondre sur cette question également? Rapidement, oui. Moi, je pense que la situation se radicalise. La jeunesse est déterminée à changer le régime, le système, et le régime est déterminé à réprimer la jeunesse. Donc, on verra plutôt plus d'exécutions et plus de répression. Et ça dépendra plus à la façon comment la communauté internationale va accompagner et soutenir cette génération dans ce changement. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions tout à l'heure, je crois. Alors ici, après, il y a deux questions ici et il y en a une au dernier rang. Bonjour. Déjà, moi, je voulais savoir par rapport aux les méthodes utilisées donc, pour l'exécution. L'âge, si déjà il y a un âge pour être exécuté. Tout à l'heure, vous avez parlé d'exécution privée, publique plutôt. Est-ce que s'il y en a des privés aussi, comment ça se passe? Votre fille aussi, pas son âme d'ailleurs, pourquoi elle a attendu 7 ans pour être exécutée? Et pour une fin aussi tragique, pourquoi 7 ans? Oui, en Iran, on applique 4 méthodes d'exécution, de la mise en mort. Il y a la pendaison publique, il y a l'exécution par balle, il y a l'exécution par crucifixion, il y a lapidation. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails des méthodes d'exécution. Il y en a plein, beaucoup de méthodes partout dans le monde, assez sordides. On pourra y revenir dessus si vous le souhaitez sur le stand du village. On a tout un tas de questions autour de ça. Avant de donner la parole à Cholet si elle souhaite répondre, sur la durée d'attente. En fait, dans beaucoup de pays du monde, ça dépend des pays, la durée d'attente dans les couloirs de la mort. Aux États-Unis notamment, ça peut être une vingtaine d'années, une trentaine d'années parfois. Il y a des gens qui patientent ces années-là. Ça s'explique par les procès, les appels, tout un tas de procédures. Et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus expéditif. Voilà, avec peu de procès, il n'y a pas vraiment de règles. Sur l'âge, on l'a dit tout à l'heure, l'Iran fait partie des pays qui exécutent encore des mineurs. Il y en a encore très peu dans le monde. Plusieurs mineurs se trouvent actuellement dans les couloirs de la mort en Iran. 80 mineurs, ce qui est un chiffre énorme. Est-ce que vous souhaitez répondre? I want to tell you at first, it takes time for my daughter because we pay. At 2010, the Supreme Court stamped that sentence death penalty. And after that, every moment could be execution happened. So we paid a lot of people who this document goes the underground or in drop. I don't know, you can understand what happened? We pay
every day to, not every day, every time, to some judge or secretary of judge, this and that, for hide document. And unfortunately, it takes just 4 years and not more. And we used to, and we accept that just every week we can meet my daughter for 20 minutes, but we accept that, and we were happy because she was alive. Yeah. Alors, il y avait, je crois, une autre question. Donc, j'aimerais savoir qui est-ce qui soutient le régime mis en place en Iran à l'heure actuelle. Poutine. Non, mais dans le pays actuel, les personnes qui vivent en Iran. Oui. Actuellement, l'Iran est contrôlé par le corps des gardiens de la Révolution. Et c'est une force importante avec aussi la force qu'on appelle Basiji, force populaire. Et ces forces, au nombre, sont très importantes et leurs familles aussi. Il y a aussi une minorité de personnes qui sont idéologiquement d'accord avec le régime et qui bénéficient en fait des avantages. Mais plus la révolte continue, et plus il y a de sanctions internationales, et le moins il y a d'argent, et ces gens aussi, ils reculent de leur soutien au régime. Should I add something? I want to tell you, I met near 100 families who lost their children by execution or shooting on the street in demos. And all of them told me that they are not looking for revenge. But after 2019 demo, we say Aban, the family are wanted qisas, and it's a big change. And I want to turn on the alert light to all the world. Hey, world, just think about this hateness and this revenge comes in plaintiff's mother. Mother wants, after 2019, wants qisas, and it's so dangerous. We must think about future. In next revolution, next changing in Iran, I think it will be bloody because nobody are thinking about the people in Iran. And every year we have demo and a lot of people dying, blind, arresting and execution. And nobody think about them. It makes and remake hating. Just think about that. It's very dangerous. Par rapport aux nombreuses manifestations, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que la violence ou il y aurait une solution pacifique? Pour faire tomber le régime? Ça, oui, ou même pour éviter que de nombreuses personnes soient blessées ou même soient exécutées directement sur place. Les manifestations sont pacifiques. Les jeunes, la jeunesse, ils ont vraiment les mains vides. Ils ne sont pas armés. C'est le régime qui est armé jusqu'aux dents. Donc, on est face à un régime totalitaire, idéologique, répressif. Sa seule réponse depuis 40 ans, c'est la répression, c'est l'exécution. Moi, actuellement, avec les mains vides, je ne sais pas comment on peut arriver en fait dans l'histoire aussi, un régime ne va pas faire une révolution contre lui-même. Il ne va pas lâcher le pouvoir. Il faudrait une autre force pour le remplacer. Et ça, sans le soutien international, c'est difficile. D'autres questions? Oui. Oui, ok.
Excusez-moi. En fait, en gros, c'est étant donné que je suis là. Voilà. Étant donné que les autres pays ne peuvent pas agir en Iran par rapport à la peine de mort ou même en général, comment est-ce que les tweets ils ont pu sauver les 3 étudiants? C'est juste de la curiosité. They sentenced to death penalty, but near 1 billion. Hashtag repeat and repeat and repeat, and it works. Yeah. Don't execution this student, stop execution, and they are alive. Of course, they are in jail, but alive. Even hashtag is useful. Signature in petition is useful. Every action, you can find your way to take action. En fait, pour nous, c'est vraiment très important. Il y a 2 aspects. La personne qui se trouve en prison, il est torturé, maltraité, et le bourreau lui dit « vous n'existez pas, vous êtes mort ». Et pour nous, c'est important de lui donner un nom, une voix, une image, et relier sa voix. Et ça aussi, ça un peu continuer sa lutte, en fait. Et c'est important de lui donner une voix. Après, on rend le régime, il essaie en fait de se donner une image acceptable devant la communauté internationale. Et donc, en faisant de communication internationale ou autre, on rend le coût de cette exécution très cher pour le régime. Ça peut aboutir à des sanctions contre le juge, le responsable, le commandant. Ils ne peuvent plus voyager en Europe. Donc, on peut rendre difficile la vie au bourreau. Moi, je veux bien aussi ajouter quelque chose là-dessus. Effectivement, les campagnes de mobilisation internationale, parfois de France, on peut avoir l'impression que ce n'est pas utile, mais c'est vraiment fondamental et ça peut sauver des vies. Ça ne marche pas tout le temps, il ne faut pas se leurrer, malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Mais ça peut marcher et c'est un soutien aussi moral et psychologique extrêmement important pour les détenus, pour la personne. À la fois des campagnes de mobilisation, mais d'autres choses qui sont possibles dans certains pays, mais c'est quand vous serez plus âgé. C'est la correspondance aussi avec des détenus. C'est possible dans certains pays. Il y a 2 ans, par exemple, au Forum de Normandie pour la paix ici, on avait organisé une session similaire avec des jeunes comme vous. Et il y avait une jeune libanaise qui s'appelle Antoinette Chahine. On a son livre sur le stand, qui est une personne qui a été condamnée à mort et qui a eu la chance d'avoir été libérée et innocentée. Et elle expliquait que ce qui l'a fait tenir en prison, puisqu'elle était détenue dans des conditions atroces, elle a subi la torture à de nombreuses reprises, ce qui l'a fait tenir en prison, c'est qu'elle a réussi à être au courant de la mobilisation internationale qui était lancée à l'initiative d'Amnesty International à l'époque sur son cas particulier. Et elle a expliqué que si elle n'avait pas été au courant de ça, elle n'aurait sans doute jamais tenu en prison. Elle raconte aussi beaucoup qu'une association comme l'ACAT avait organisé des correspondances. Des gens écrivaient à cette personne en prison pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle allait, etc. Et un jour, il y a eu tellement de lettres qui sont arrivées que la poste locale a dû faire venir un camion entier rempli de lettres que pour elle. Et après, donc, toutes les détenues, c'est devenu un événement au sein de la prison. Et à chaque fois que je l'entends témoigner, elle raconte cette histoire. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les prisonniers qui se sentent, et en particulier les condamnés à mort, totalement oubliés, isolés, coupés du monde. Et peut-être, on le disait tout à l'heure sur le stand, certains condamnés à mort nous expliquent que dans l'histoire, certains ont déclaré, quand ils sont arrivés à la guillotine en France, qu'ils étaient morts avant d'être exécutés, tellement les conditions psychologiques dans les couloirs de la mort sont difficiles. Est-ce que... Une autre question, oui. Bonjour. Est-ce que le fait de fuir donc l'Iran est passible du coup de la peine de mort ou pas? Quitter la frontière iranienne illégalement, clandestinement, ça peut valoir 3 ans de prison. Après, ça dépend. Si c'est un prisonnier politique qui quitte le pays, il y a eu un cas, un Kurde iranien qui était
un prisonnier politique. C'est en 2018, il a fui l'Iran, on l'a arrêté en Irak, on l'a refoulé vers l'Iran, on l'a exécuté. Donc ça dépend vraiment des situations. J'aimerais ajouter aussi un mot en fait sur votre rôle en tant qu'étudiant et futur comment on dit, voteur, celui qui vote, celle qui vote aussi. Vous avez tous en fait des élus en fait, au niveau national, mais aussi au niveau local, mais au niveau aussi du Parlement européen. Au niveau du Parlement européen, par exemple, on a des commissions des affaires étrangères, on a des commissions des droits de l'homme, on a aussi une commission qui coordonne ces liens avec l'Iran en fait. Et si vous écrivez à sa personne sur des situations, des cas, ils peuvent faire quelque chose à ce niveau-là. Par rapport je vais me permettre de poser une question avant de vous redonner la parole, par rapport en lien un peu avec ce qui vient d'être dit, notamment sur le fait de quitter l'Iran. Cholet, vous avez quitté l'Iran, vous vivez désormais en Allemagne, si je ne me trompe pas. Le film qui vient de sortir cet hiver à Téhéran, je l'ai mentionné tout à l'heure, a fait énormément de bruit. Il a eu un immense succès. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le régime perçoit ce film? Est-ce qu'il a réagi par rapport à la sortie de ce film? Et est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport au régime, même en étant basé en Allemagne? Yeah, after screening in Berlinale, the movie, it was so successful because a lot of attention comes to this movie. For that reason, my husband still in Iran, and just one time, the government or security system investigated him and said, "Stop your wife," in bad words. They used bad words for me, and my husband answered, "She is so far from me. If you can stop her, do it." You know, because of this attention, my family, my husband, and my parents are safe now. And the movie was very good. It showed in 5 continents and in more than 75 countries. And I think it's very important movie for watching because it's not just about Reyhaneh. It shows the audience that with this case, what means execution. Because execution for me, before arresting Reyhaneh, was just one word and one number. Because in newspaper, it came today 10 people executed. And just number and a word. This movie helped audience to understand what means this bad word. This word comes from hell, not heaven. And I invite you to watch this movie, but remember that don't be in sadness. Change your sadness to take action. It's very important for me. Thank you. Il nous reste 15 minutes, donc encore quelques questions sont possibles. Oui. Tout d'abord, merci à vous deux pour vos témoignages. C'est très courageux de votre part, donc je vous en remercie. Comment pourriez-vous expliquer le manque de médiatisation par rapport à ce qui se passe en Iran et, de mon point de vue, le manque d'actions nécessaires, on va dire ça comme ça, prises par l'Union européenne ou l'ONU? Pourrait-il y avoir plus d'actions prises par l'Union européenne ou l'ONU ou les grandes organisations? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, l'Union européenne, il adopte en fait depuis 40 ans une politique d'apaisement, une politique de dialogue avec le régime. Par exemple, depuis 2003, les Européens, ils sont en négociation sur le programme nucléaire iranien. Et les Iraniens, ils sont excellents en discussion, en négociation.
ils adorent négocier. Et depuis 2003, là, on a 2023, ça fait 20 ans. Et chaque année, ils avancent en fait dans leur projet de construction d'une bombe ou d'enrichissement nucléaire. Et puis, les Européens n'obtiennent rien. Et tant qu'on ne change pas cette optique, cette politique d'apaisement, en fait, envers le régime, et puis on ne prend pas vraiment les choses sérieusement, on n'arrive pas vraiment à des conclusions positives, ni pour les Européens, ni pour les Iraniens. On voit que les Iraniens, ils envoient des drones à Poutine qui l'utilise contre les Ukrainiens, mais aussi les Européens. C'est quoi la deuxième question? Oui, voilà. Actuellement, moi, je suis un peu conscient que les Européens sont en guerre avec les Américains contre Poutine et la Chine en Ukraine. Ils ne veulent pas trop s'engager en Iran parce qu'ils craignent qu'il y ait des tensions. Après, ça va augmenter les prix du pétrole et ça va avoir un impact sur la vie de vous ici. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Ma question serait pour Monsieur Aliassi. Donc du coup en rapport avec le danger qu'a donc du coup la pérennité du régime et donc combien de temps en réalité le régime pourrait tenir donc du coup sur le court terme ou sur le long terme. C'est toujours difficile de prévoir au nombre de temps ou d'années. Mais ce qui est sûr, ce régime a perdu toute légitimité. Il gouverne avec la force, avec la terreur. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les Iraniens n'ont plus de droit. Il n'y a plus d'état de droit. Et de l'autre côté, les Iraniens, ils ont faim. Là, on parle de presque 80% des Iraniens qui vivent sur le seuil de pauvreté. On a 12% des Iraniens qu'on les appelle des cartons khab, des gens qui vivent dans des cartons ou dans les cimetières ou dans les rues. On a 800 000 enfants de rue et on a presque 9 millions de personnes droguées en Iran. Donc, c'est une société qui va très mal et les ayatollahs n'ont plus de réponses aux demandes des gens. Il y a une question au premier rang depuis un petit moment. Bonjour. Vous dites que la nouvelle génération s'oppose au gouvernement, mais pensez-vous que cette nouvelle génération va réussir à arrêter la peine de mort pour autant? Oui, c'est vraiment l'abolition de la peine de mort en Iran. Ça dépendra de la fin du régime. Et tant que ce régime il est là, c'est son moyen en fait de gouverner. Et donc il ne va jamais abolir la peine de mort. Donc il faut changer le régime. Et là, la jeune génération, la nouvelle génération dirigée par les filles, par les femmes, il faut dire qu'en fait cette révolution actuelle des femmes, c'est une révolution contre ce régime misogène que nous on appelle gender apartheid, c'est contre les femmes. C'est aussi une révolte des femmes contre le patriarcat. Et c'est aussi une révolte de la jeunesse contre les générations d'avance. Donc c'est vraiment plusieurs révoltes dans les révoltes. Et la révolution, c'est sous la peau de la jeunesse. Donc ça va aboutir. Moi, je suis confiant. Just I want to add this thing. I think the revolution happened in Iran because people now not obey the rules. The women beat it on the street, but don't use a hijab. And government make pressure on them, but something changed, and never Iran come back before
Mahsa Jina Amini dying. And I think she lost her life but started a big and deep revolution in Iran. Just regime not change, and it's there. I want to tell you, I can't reach your politicians. I can't reach Macron, this, that, but you can do that. Send emails and write letters to your parliamentary and ask them, why must in 21st century we have some countries with mullahs regime? And you, French people, German people, Italian, England, USA, here, there, support the mullahs. Who send and who sell the high technology cameras to Iran to arrest people? Germany. Who sell injection for investigation to Iran? 20,000 injection. Who? Germany. Who sent some digital machine for investigation in prisons? Sweden. Stop it. When the Western country not support mullah's regime, in hidden and in appearance, no, we are against each other, but they have deal, they are working together, and all Western country in hide behind everything support the mullahs. USA sent billions of dollars to mullahs. What happened? And you guys, you must ask your parliamentarians and your country's politicians to stop support mullahs. It's very, very important step that you can do it for us. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que si jamais le peuple décide de se révolter, de faire un coup d'État, ce serait possible de remettre une démocratie qui respecte le peuple ou pas du tout? Si le peuple se révolte, c'est une révolution. Un coup d'État, c'est souvent au sein d'appareils ou des forces militaires. Moi, c'est une possibilité que des gardiens de la Révolution fassent un coup d'État soutenu par l'Occident et les États-Unis. C'est une possibilité, une hypothèse. On ne sait jamais sûr. Mais nous, on ne veut pas d'un coup d'État. On veut d'un changement de régime et puis l'installation d'un régime démocratique avec des valeurs laïques, fédérales, qui respectent les minorités et les femmes. Donc, je vais prendre encore 3 questions et après ce sera terminé. Donc les 3 dernières, puisqu'on arrive malheureusement à la fin du temps. J'avais une question par rapport à l'exil. Vous avez été contraint de quitter votre pays. Comment on organise ce genre de choses? Qui nous aide? Comment on va être accueilli dans les pays comme la Suisse ou l'Allemagne? Et comment on agit de pays étrangers sur l'Iran? Il y a les Iraniens, soit ils quittent le pays clandestinement par la frontière, ils vont en Turquie, ou en Irak, ou au Pakistan, ou dans les pays voisins. Après, dans ce pays, soit ils font appel au consulat comme la France ou autre, soit il y a le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies qui ont des bureaux dans ce pays. Et selon la Convention de Genève de 1951, ils interviewent les personnes, soit on leur donne on les réinstalle en disant qu'ils sont réfugiés politiques, soit ces personnes viennent clandestinement en Europe via la Turquie, la Grèce ou autre. C'est parmi l'une de ces possibilités qu'ils viennent en Europe.
Nous, on travaille directement avec des personnes, des réseaux qui sont en Iran. Par exemple, chaque année, on organise ce qu'on appelle des workshops, des trainings pour les avocats, pour les journalistes, pour les activistes dans les pays voisins ou autres sur les droits internationaux. On les forme. Et ces personnes avec qui on travaille, ils sont aussi nos sources d'information. Et on a aussi accès aux médias d'opposition, aux médias internationaux comme BBC, Voice of America, Farsi ou Kurde ou autres qui sont écoutés en Iran. On a aussi, les Iraniens ont aussi plus ou moins accès aussi à Facebook, à Instagram ou d'autres moyens en fait de réseaux sociaux qui leur permettent de s'informer ou communiquer avec l'étranger. And I want to tell you, when I escaped from Iran, I went to Turkey. But my brother-in-law lived a lot of times ago. He moved to Germany, and he did something, and helped me to move to Germany. I am not asylum, but it's too hard for me. I'm not young. Young people, when change and go to other countries, can find themselves in new place. But for me, it's too late, and every day I have pain about that. Exile is not easy for old people, and I suffer about that. And I hope someday I can go back to my land. Donc encore 2 questions. L'avant-dernière. Alors vous avez dit que le peuple iranien avait accès aux réseaux sociaux et qu'il pouvait communiquer avec le monde extérieur. Mais est-ce que le régime met en place une technique de censure ou autre pour limiter tous ces contacts? Oui, le régime, depuis des années, il essaie de nationaliser l'Internet. Ça veut dire restreindre et limiter l'accès en fait à tous les réseaux sociaux comme Telegram, Instagram, Twitter, X ou Facebook ou les autres. Mais on a toujours des moyens de détournement, des VPN qui permettent en fait de casser toutes ces restrictions que le régime essaie d'imposer. Donc c'est vraiment difficile. C'est un peu le combat de chat et souris. On essaie toujours, chaque fois il met en place des restrictions, on réussit toujours à casser. Donc on va prendre la toute dernière question, juste le temps que le casque soit rétabli. C'est bon pour le casque? Donc qui veut poser la dernière question? Là, il y a déjà quelqu'un qui a le micro, oui. Donc ma dernière question, ce serait à propos justement toujours au sujet de la répression. Donc en fait, ma question du coup, ce serait est-ce que le viol est aussi utilisé comme un moyen de répression politique, comme il est utilisé par exemple comme moyen de répression lors des guerres par exemple? Oui, selon la loi internationale, le viol est considéré comme un crime contre l'humanité. Et en Iran, c'est un procédé, c'est utilisé en fait pour forcer des prisonniers politiques à se confesser. Par exemple, actuellement, on a 39 figures religieuses au Kurdistan qui sont arrêtées. C'est des personnes qui ont soutenu dans les mosquées le mouvement des femmes, vie, liberté. Et ils ont été arrêtés. Et nous, on a réussi à interviewer en fait au moins 8 des enfants de ces figures religieuses qui ont moins de 18 ans, garçons et filles, ont été violés devant le père religieux pour les forcer, pour les casser, pour les
pour les anéantir en fait, pour qu'ils ne soutiennent plus en fait les mouvements de protestation. Oui, c'est un procédé utilisé contre les manifestants, surtout dans les régions ethniques, kurdes et balouches. I want to tell you, I am not a politician. I don't know what is politic, but I know this law gives us an execution is wrong. And just I take action against execution. But politicians must find a way to stop it. I don't know how and who can do that. You know, Timur is a guy who knows politics, and somehow he is politician, but I am not. I am just a mother, a blood heart mother, a broken heart mother, just that. I found a bad destiny for my family and my daughter, and I speak about that to people. And I ask them to fix it to better law, just that. I don't know how. I don't know regime change is good for stop execution or pressure from a Western country can do that. I don't know. But I want stop execution in Iran. How? Politicians must say. And of course, you can help us. Merci beaucoup. Ça va être l'heure de clôturer. Juste pour vous rappeler, donc on a de la documentation, y compris sur l'Iran, sur le stand. On a affiché un QR code à la porte d'entrée si vous voulez avoir accès au rapport annuel sur la peine de mort en Iran. Et voilà, j'en profite moi aussi pour remercier chaleureusement nos intervenants. C'est jamais facile, comme vous l'imaginez, hein, de reparler de tous ces sujets-là. Donc un grand merci pour toute votre action. Merci à tous et bonne fin de forum.